Musique, Frédéric Huttman. Bonjour Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Nelson Gerner. Bonjour. Bonjour Frédéric. Alors je vous reçois à l'occasion de plusieurs actualités, puisqu'on va avoir l'immense chance de vous écouter le 24 juin prochain au Théâtre des Champs-Élysées. Vous donnerez aussi des concerts dans d'autres lieux en France, en Espagne, ailleurs, avant ce concert. Et puis on vous retrouvera l'année prochaine aussi à Paris, et puis avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, en concerto, en musique de chambre, donc une très riche actualité française. On en est très heureux. Et puis, il y a ce disque Liszt qui vient de paraître. Le cœur de ce disque qui vient de paraître pour Alpha, c'est la sonate en si mineur. Et puis, vous avez choisi tout un florilège d'œuvres qui accompagnent cette sonate. Comment ça se passe, l'idée? C'est que vous voulez enregistrer la sonate en si mineur et après, vous réfléchissez à ce avec quoi vous allez l'encadrer, cette sonate, Nelson? Depuis longtemps, j'ai pensé que je voulais réenregistrer la sonate. J'avais fait une première version chez Cascabel en 2007, mais là, je sentais vraiment le besoin de revenir. De revenir et d'y plonger à nouveau. Ensuite, il y a eu la fréquentation assidue de l'œuvre au concert qui m'a poussé qui m'a amené très gentiment, mais sûrement vers un deuxième enregistrement. Oui, vous parlez de concert, c'est assez fascinant parce que moi, je vous ai écouté l'année dernière jouer cette sonate en si mineur à Paris. Ce concert était précédé rien que ça par les 4 ballades de Chopin, donc un programme imposant de ces deux génies du romantisme. Et puis, on a le souvenir de cette sonate, c'était vraiment un concert extraordinaire. Et c'est très intéressant après, quand on met le disque, de voir ce qui reste du souvenir qu'on a d'une interprétation et de voir l'empreinte que ça a laissé, de restituer ça au disque. C'est une expérience vraiment très enrichissante pour nous, Nelson Gerner. C'est-à-dire de vous confronter à vous-même, de confronter aux souvenirs qu'on en avait. Vous avez enregistré ce disque à la Philharmonie de Liège. Donc, c'est dans le cadre d'un cycle de concerts où vous avez beaucoup donné cette sonate. Alors, oui, je l'avais joué à plusieurs reprises lors de la saison précédente de concerts. Et donc, entre autres, à Paris, ces concerts que vous venez de nommer. Et à Liège, cette version, c'est aussi en live parce que je l'avais faite devant un public d'invités. C'était un concert pour la Société des Amis de l'Orchestre de Liège. Et j'ai eu cette chance de pouvoir la faire en public parce que, encore une fois, je trouve que, et surtout dans certains répertoires, il y a des œuvres qui gagnent beaucoup à être enregistrées en public. Ouais. Alors, comment ça se passe quand on aborde une œuvre d'une telle envergure, Nelson? Alors, je crois que Richter disait que lui, il s'asseyait au piano et puis il comptait avant de jouer. Oui, j'ai lu ça et ça m'avait fait grande impression. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais oui, la légende est magnifique. Je ne sais pas non plus. Ouais. Et vous, quand vous allez vous installer pour une telle œuvre d'une telle envergure, comme quand vous jouez la sonate à Mörklavier de Beethoven, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a quand même une grande liberté pour l'interprète avant d'aborder cette sonate avec ses notes comme ça en suspens au début. C'est ça qui est magique, parce que l'œuvre, elle a une structure super solide, très ancrée et fascinante à tout point de vue, mais son contenu, donc le contenu que cette architecture véhicule, laisse énormément de liberté à l'interprète. Bien que Liszt ait été un maître absolu dans la manière d'exprimer ses volontés, parce que les choses essentielles, elles sont toutes écrites. Il suffit de les rendre, mais il faut les interpréter pour ça. Alors ça veut dire non pas les prendre à la lettre, mais y chercher derrière l'esprit. Ouais, alors vous parlez de structure très solide. C'est quand on écoute pour la première fois cette sonate et qu'on n'a pas de repère, Nelson Gerner, l'auditeur il admire la sonate, mais il peut être un peu perdu. C'est-à-dire que c'est pas comme une sonate en 4 mouvements traditionnels qui sont immédiatement repérables. Là, on a un mouvement lent effectivement et des mouvements et qui sont caractérisés, mais ça ne saute pas aux oreilles quand on ne connaît pas déjà la sonate. La structure, comment ça se passe quand vous travaillez une telle œuvre? Alors, il est essentiel de bien la comprendre, cette structure, dans toute sa richesse psychologique, je dirais.
plus que la structure formelle, bien sûr. Parce qu'autrement, la sonate peut paraître décousue ou divisée en sections lyriques, sections contemplatives ou méditatives, et des pages plus virtuoses, plus démoniaques. Et en fait, la sonate est tout ça, mais plus encore, parce qu'il y a un fil dans la narration qui ne doit pas être interrompu. Et c'est ça le grand challenge pour son interprète. Alors cette sonate, votre disque s'inscrit dans une discographie qui a été marquée par d'autres magnifiques interprétations, des interprétations légendaires de Horowitz, de Martha Argerich, d'autres d'Alfred Brendel ou d'autres. Vous, est-ce que ce sont des interprétations qui ont bercé votre enfance de pianiste, ou alors vous avez mis tout ça de côté justement, Nelson, pour enregistrer? Non, alors, bien sûr que j'ai été très marqué par certaines interprétations de la sonate, et tout ça reste dans mon inconscient. Et en fait, je n'ai jamais eu peur des influences. Au contraire, je trouve qu'elles peuvent vous enrichir. Si vous les faites vôtres, si vous ne tombez pas dans les pièges de l'imitation par trop d'admiration. Je me souviens d'une sonate de Liszt, toujours que j'adore, c'est celle de Gilels, par exemple. Il y a une version du Concertgebouw d'Amsterdam qui est absolument somptueuse, aussi bien pianistiquement que musicalement. Mais il y a aussi une version un peu moins connue peut-être de Simon Barrère. Et il y a la version d'Arau, évidemment, celle d'Argerich. Ce sont toutes des versions qui, chacune à leur manière, m'a marqué et m'a aidé aussi dans mon cheminement. Oui. Mais c'est clair qu'au moment où on s'est forgé sa propre vision de l'œuvre, tout ça reste forcément dans un arrière-plan. Et il est bien que ce soit ainsi. Non, mais ce que je trouve extraordinaire avec cette œuvre, c'est qu'on peut écouter 150 interprétations si différentes les unes des autres, et on est convaincu par chacune. Enfin, ça fait partie de ces œuvres qui, de toute façon, sont jamais épuisées par l'interprète. Non, elles sont jamais épuisées ni épuisables parce que leur contenu est si dramatique, si intense, et si universel, je dirais, aussi. Parce que ça englobe un cosmos en elle-même, cette sonate. C'est un univers en soi. Et donc, de par là même, c'est une œuvre que on peut enregistrer, je pense, 4 ou 5 fois dans sa vie. On attend les prochaines fois, Nelson Gerner. En attendant, il y a ce disque qui vient de paraître pour le label Alpha Classique. Vous parlez de Claudio Arrau. C'est étonnant parce que moi, c'est un pianiste auquel j'ai souvent pensé en vous écoutant, mais peut-être que je m'égare. Je trouve que vous avez un son, justement, de ces pianistes, de ces grands pianistes, justement, qu'on aime tellement. Et puis aussi un répertoire aussi qui est quand même... qui parfois s'apparente au répertoire qu'affectionnait Claudio Arrau. Ça me fait très plaisir ce que vous dites, Frédéric, parce que je l'ai toujours beaucoup admiré, Arrau. Et j'ai admiré sa façon d'extraire le son du piano. On ne sent pas le côté matériel de l'instrument, malgré l'énorme puissance qu'il avait, parce qu'il avait un son gigantesque par moment. Mais jamais on avait l'impression de dureté ou de la frappe. Je dirais plutôt c'était extraire la sonorité du piano, de la libérer, de la faire jaillir de l'instrument. Ça m'a énormément impressionné. Mais non, mais c'est vrai que votre sonorité, comme tous les grands pianistes, elle est immédiatement saisissante. Nelson Gerner, je ne vais pas vous faire rougir. Simplement, ce que je trouve aussi magnifique chez vous, c'est qu'il y a à la fois un répertoire. Là, à Paris, par exemple, le 24 juin, vous allez jouer les Davidsbündler-Tänze de Schumann, qui est un des chefs-d'œuvre aussi qui nous tient le plus à cœur, enfin des œuvres les plus bouleversantes de Schumann, des plus riches, on va en parler. Mais vous aimez aussi, par exemple, ce disque où il y a la sonate en si mineur, qui est ce grand chef-d'œuvre. Ça se termine par un autre chef-d'œuvre, mais qui n'a rien à voir, c'est la Rhapsodie hongroise numéro 6 de Liszt. On a l'impression que vous aimez aussi
mettre en valeur ce répertoire. C'est-à-dire que je trouve qu'aujourd'hui, chez les pianistes de votre génération, il y a ceux qui vont vers un répertoire, voilà, qu'on dit plus sérieux. On parlait d'David Brunner-Tenso. Et puis il y a ce répertoire des rhapsodies hongroises. Et vous arrivez à conjuguer les deux. On a l'impression que vous avez un tel bonheur à jouer ces deux répertoires, et vous arrivez à nous paraître aussi à l'aise dans l'un que l'autre, ce qui n'est pas non plus une caractéristique des interprètes d'aujourd'hui. On a l'impression que ça appartient aussi à une filiation d'interprètes. Ça me fait à nouveau très plaisir ce que vous dites, parce que moi je trouve qu'il ne faut pas s'interdire justement ce plaisir qui est intense pour un pianiste. Hein. C'est la jouissance d'une rhapsodie hongroise de Liszt qui est tellement bien écrite pour notre instrument qu'on ne saurait en dire. Et puis, cette imagination listienne que par-delà les acrobaties ou les pirouettes virtuoses, il y a quand même beaucoup de musique derrière. Hein. Donc, ça n'a peut-être pas la profondeur des Klavierstücke de Brahms, mais c'est une œuvre de toute autre nature. Et qu'à moi, en tant qu'interprète, elle m'interpelle aussi. Et donc, je joue avec énormément de plaisir. Et pourquoi vous avez choisi celle-là en particulier? Parce que c'est une qui vous est chère, qui a une valeur particulière pour vous? Oui, je reconnais avoir un attachement singulier pour cette rhapsodie, qui est la première que j'ai travaillé et joué au concert. Donc, elle m'accompagne depuis longue date. Et alors, on parlait de la sonate en si mineur. Cette sonate, vous vous souvenez de la première fois que vous l'avez abordée, Nelson? Oui, c'était assez tardivement. Donc, ce n'est pas une œuvre que j'ai commencé à travailler quand j'avais 18 ans. J'avais déjà 30 ans. Et je n'oublierai jamais, parce que j'ai eu la chance de la jouer pour Radu Lupu, que c'est un de mes interprètes de prédilection. Et j'ai eu la chance de passer un après-midi avec lui où on a travaillé ensemble. C'était fascinant, sa vision de la sonate, sa manière de trouver justement la cohésion dans l'interprétation. Oui, c'est étonnant de parler de cette sonate par rapport à Radu Lupu, dont les dernières années, le répertoire, c'était surtout Schubert, oui. Schumann. Mais il avait joué la sonate au concert. Et j'ai un témoignage qui est très rare, un live d'Espagne, je crois, oui, qui est absolument incroyable. Et donc, vous aviez discuté avec lui de cette sonate? Oui, je lui ai joué la pièce, et puis il m'a dit ce qu'il ressentait par rapport à ce que moi j'avais fait, mais aussi et surtout par rapport à l'œuvre elle-même et la conception qu'il en avait. Il y a, outre cette sonate et cette rhapsodie hongroise, d'autres œuvres de Liszt qui accompagnent cette sonate en si mineur, Nelson Görner. Vous ouvrez par les trois sonnets de Pétrarque, une œuvre plus contemplative aussi, donc pour planter une sorte de décor. Et une des plus poétiques que Liszt ait jamais écrite. En plus, j'ai une tendresse particulière. À nouveau, c'est un peu comme le cas de la rhapsodie. Mais plus encore, parce que le sonnet 104, c'est une des premières œuvres de Liszt que j'ai entendues dans ma vie. Et vous vous souvenez dans quelles circonstances? Un choc. Oui. J'étais chez le cousin germain de ma mère, qui était pianiste amateur. Et en visite, il avait quelqu'un qui jouait vraiment très bien. Donc, je lui ai demandé de jouer pour moi quelque chose. Et il avait choisi ce sonnet de Pétrarque. Et après, vous avez attendu avant de le travailler, vous? Oui, j'ai attendu, mais j'ai voulu l'entendre 2 fois d'affilée, tellement ça m'avait plu. Et donc, vous allez l'interpréter aussi dans ce concert du 24 juin prochain au Théâtre des Champs-Élysées, qui s'ouvrira par une chaconne de Haendel. Vous aimez bien ouvrir comme ça par des œuvres plus classiques, les récitals? Oui, j'aime bien. Et puis, il n'y a pas seulement ça, je trouve que Haendel, dans cette chaconne, fait preuve d'une inventivité, d'une fantaisie dans chaque variation, qui a quelque chose de commun aussi, malgré leurs univers tout à fait différents, avec la fantaisie que Schumann déploie dans les Davis Windler-Tense. Alors, on va en
en dire quelques mots quand même de ces David Brunner-Tense, parce qu'il y a toujours chez Schumann, c'est une œuvre sublime de bout en bout, mais il y a toujours des moments où Schumann vous cueille comme ça, où il vous bouleverse. Il y a un thème comme ça qui revient de manière récurrente dans les Ou David le dernier numéro, qui est tout à fait extraordinaire. Et la musique se dissout dans le silence. Comme dans la sonate de Liszt, c'est différent, mais ça laisse toujours une empreinte forte sur l'auditeur quand il y a eu comme ça des déchaînements et sur son interprète, parce que quand on le joue, quand on est le dépositaire, quand on a la chance de pouvoir jouer cette œuvre, on a l'impression qu'on est devant quelque chose de presque inapprochable, tellement c'est grand. Tout ce que vous arrivez à en faire, c'est jamais assez. Mais vous aviez donné d'ailleurs il y a quelque temps aussi à Paris les études symphoniques de Schumann, où certains ne voient souvent que de la virtuosité, et vous donniez aussi une poésie extraordinaire. Il y a des pages d'une poésie incroyable. Absolument renversante de poésie, oui, des lyrismes. Il y a la combinaison, je pense, de la puissance dramatique, symphonique vraiment, parce que polyphonique, et lyrique. Alors cette sonate de Liszt, elle est dédiée à Schumann, justement. Et c'est un échange, puisque la fantaisie de Schumann était dédiée à Liszt. Donc c'est beau aussi cette proximité entre ces deux génies si différents quand même. Je regrette seulement que Schumann, il était déjà assez malade, et donc il n'a pas pu connaître la sonate de Liszt. C'est délicat. Je ne pense pas que non plus qu'il a été un pianiste qui avait la capacité de peut-être la donner en public. Oui, en plus, leurs univers esthétiques étaient déjà très différents. Ils s'étaient creusés leurs différences à l'époque. Mais on a l'impression que vous parlez d'univers esthétique, justement, pour vous avoir entendu souvent au concert. Vous adorez se voir succéder des univers esthétiques très différents. Oui, oui. Moi, j'aime bien ça, et je trouve que dans un récital, ça n'interrompt pas la narration naturelle. Au contraire, si vous êtes en forme, évidemment, ça peut même la renforcer. Oui. Et donc, comment vous construisez ? Vous commencez par une œuvre brève, et puis après une œuvre plus imposante, et puis en deuxième partie. Par exemple, je trouve que commencer avec une œuvre comme La Chaconne de Handel, on a déjà plein de choses qui nous interpellent, qui nous parlent. C'est la noblesse du thème, dans sa parure, avec ses ornements, et cette grandeur aussi. Et au fil des variations, comme je disais tout à l'heure, cette incroyable fantaisie qu'il déploie, cette imagination. Et ensuite, on passe au Schumann. Donc, il y a déjà une porte d'entrée. Et je trouverais très difficile de commencer le récital avec les David Brunner-Tense, par exemple. Oui, c'est un décor qui trop... Non. Je pense que c'est un climat qui mérite, qui demande d'être installé au préalable. Oui. Et je trouve que, justement, comme Schumann avait beaucoup d'admiration pour Handel, je me dis que ce n'est pas fou de vouloir les rapprocher, au contraire. Et en deuxième partie, il y aura des œuvres de Liszt, dont cette Rhapsodie hongroise, et une œuvre qu'on trouve sur votre disque, justement, qui vient de paraître pour le label Alpha, consacrée à Liszt, qui est cette valse oubliée numéro 2, parce qu'on entend surtout la valse oubliée numéro 1, enfin on l'entend surtout par des pianistes qui ont la capacité de la jouer, mais cette valse oubliée numéro 2 est merveilleuse aussi, elle est plus poétique aussi que la valse numéro 1. Et presque plus originale même. Oui. C'est une œuvre qui rayonne parce qu'elle est insaisissable, justement. Oui. Elle ne finit même pas, elle s'envole. Elle finit un peu comme elle commence, à tâtons. Mais je trouve qu'il y a des pages qui font sonner le piano, mais d'une manière quasi immatérielle. Alors, avec tous ces trilles, ces silences aussi. Il y a des silences qui sont très puissants. Je le disais au début de cet entretien, on aura la chance de vous écouter plusieurs fois à Paris la saison prochaine, avec orchestre, en récital. Il y aura la 3e sonate de Chopin, et puis un autre chef-d'œuvre qui est le Carnaval de Schumann et des images de Debussy. On retrouve quand même vos
vos compositeurs phares. Debussy, dont vous avez livré aussi des enregistrements magnifiques. On connaît votre amour de cette musique. Et votre amour pour cette musique de Debussy, il est né en Argentine dans vos années d'apprentissage Oui, il est né très très tôt, mais j'ai beaucoup tardé à jouer Debussy au concert. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis tant de temps, mais peut-être quelque part j'avais la conviction que ce n'était pas le moment ou que je ne me sentais pas assez prêt. Je ne l'avais pas suffisamment joué au concert parce que on me demandait beaucoup de jouer du Chopin, du Liszt, du Brahms. J'étais plutôt associé au répertoire romantique. Ça s'est reflété dans mes programmes et il y avait finalement moins de place, pas toute la place que j'aurais voulu pour Debussy à une époque. Et tout a changé au moment où j'ai fait l'enregistrement. Oui. Et maintenant, je ne me sépare plus. Bah, heureusement pour nous. Mais justement, on parlait de Claudia Raho. C'est souvent des pianistes d'origine étrangère qui nous ont... Bon, il y a bien sûr plein de grands pianistes français qui nous ont livré des témoignages extraordinaires de Debussy. Ou Richter, par exemple. Oui, mais alors voilà, il y a beaucoup de... On pense à Michelangeli, à Raho, bien ou sûr. vous ou d'autres. Il y a toujours un regard de pianistes étrangers sur Debussy qui nous fait découvrir, à nous, Français, cette musique qui est si française en même temps. Je ne sais pas à quoi c'est dû que cet éclairage... nous donne une vision de Debussy qui nous convainc extraordinairement. Parce que vous arrivez, Debussy, ça fait partie comme des compositeurs qui appartiennent quand même à un patrimoine qui est très référencé, avec souvent même des airs populaires français ou même parfois la Marseillaise ou d'autres. Oui. Il y a des références très françaises et en même temps des références culturelles. Des références culturelles. Oui, intenses. Oui, et en même temps, on doit certains des plus beaux enregistrements de Debussy à des pianistes étrangers. Comment vous avez intégré, vous, ce patrimoine ? Moi, je pense que c'est parce que le génie de Debussy, il est tel que même s'il y a toutes ces références culturelles dont on peut trouver la trace dans ses œuvres, pour un interprète de nationalité non française, c'est tellement génial ce qu'il en fait, comment il transcende toutes ces références et comment il fait sonner le piano. D'une manière que peut-être seulement Chopin a créé cette façon de faire jouer le piano qui n'appartient qu'à lui. Et donc, ça dépasse tout contexte culturel. Oui, j'ai peut-être versé un peu trop dans le cliché en parlant de... Mais je trouvais ça toujours intéressant, que cet éclairage qu'on a de Debussy, au risque de tomber dans le cliché. Et on va vous retrouver aussi, alors là aussi, on est particulièrement heureux parce qu'on a peu l'occasion de vous écouter en musique de chambre, Nelson. On va vous écouter à la Maison de Radio France l'année prochaine avec des membres du Philharmonique de Radio France interpréter La Truite de Schubert. Ça, on regrette bien de ne pas vous écouter plus souvent en musique de chambre. C'est un univers que vous avez le temps de pratiquer. Oui, je la pratique toujours avec bonheur. C'est vrai qu'en France, je ne suis pas souvent venu pour jouer de la musique de chambre, mais heureusement qu'il y a cette possibilité maintenant, parce que par ailleurs, j'en fais beaucoup. Et je trouve qu'elle m'apporte énormément en tant que musicien. Je le sens après avec mes concerts avec orchestre, quand j'ai fait beaucoup de musique de chambre, parce que j'ai une autre écoute, j'ai une écoute plus aiguisée. On sent que vous êtes tourné vers l'orchestre quand on vous voit avec orchestre. Donc, mais ça accentue mon écoute sensible, je dirais. Oui, et cet alliage avec l'orchestre, quand j'ai fait beaucoup de musique de chambre, parce que c'est ça qui s'est produit dans la musique de chambre, c'est ça qu'elle nous offre de merveilleux. La musique de chambre, vous l'avez travaillée avec des chambristes ou alors vous avez Je n'ai pas de partenaire attitré. Hein. Enfin, on vous a entendu pas mal avec Teddy Papavrami en sonate. Oui, que je retrouve toujours avec grand plaisir. Vous avez d'ailleurs enregistré un disque forêt magnifique aussi pour Alpha avec la sonate de Franck. Donc c'est un répertoire où on vous a un peu entendu. Vous avez comme ça parfois des partenaires privilégiés, mais dans l'apprentissage de la musique de chambre, c'est venu de manière autodidacte. Oui, je pourrais dire que c'était presque autodidacte parce que bon, bien que j'ai suivi des cours de musique de chambre au Conservatoire de Genève, ça n'a pas débouché sur une pratique au concert. Donc c'était resté un peu au niveau académique, au niveau d'apprentissage d'études. Mais le vrai apprentissage en tant que tel, dans l'expérience du concert, est venu beaucoup plus tard.
Alors, cette sonate de Liszt que vous venez de faire paraître, qui est votre deuxième enregistrement de cette sonate, vous avez réécouté le premier Non. au moment où vous avez... Non, parce que, bon, premièrement, je pense l'avoir suffisamment dans l'oreille parce que je l'avais beaucoup écouté à l'époque. Mais comme j'entendais faire quelque chose de, justement, de nouveau et qui reflète mon vécu avec l'œuvre à présent, je me disais qu'il fallait peut-être pas trop l'écouter. Il fallait pas revenir en arrière. Mais vous parlez de la liberté de l'œuvre, parce qu'avec cette structure quand même très solide, c'est liberté quoi, de tempo, d'intonation, parce que ça doit être quand même d'intonation, certes, et même des tempos, parce que bien que tout ait été écrit, et quand on regarde la partition, on se rend compte à quel point Liszt était un maître de la structure. Je crois que quand on a commencé notre conversation, on parlait de la structure. On parlait de la fin de la sonate. Oui. Hein? Et quand on voit les facsimiles et on voit que il a coupé toutes les pages creuses. Oui, vous me disiez hors micro, il terminait de manière tonitruante cette sonate. Il terminait d'une manière tonitruante à l'excès la sonate. Ça aurait été un beau gâchis quand même. Oui, ça aurait été un beau gâchis, oui. Parce que là, mais là, on se rend sublime. compte à quel point c'était vraiment un tout grand. Oui. Parce que la réduire au silence, la faire finir comme elle a commencé, en quelque sorte. Et plus encore avec ces accords magiques hein, qui sont là, perchés tout en haut. C'est extraordinaire. On n'aurait pas pu rêver d'une fin qui soit plus saisissante. Oui, bah, on parlait de David Brunner de Tenset de Schumann, oui. C'est la fin et bouleversante aussi. C'est des compositeurs quand même qui savent nous cueillir à la fin aussi. Et quand vous finissez ce voyage justement de la sonate de Liszt, vous êtes quoi vous êtes dans quel état psychologique? L'état psychologique, je pourrais dire que vous en êtes bouleversé surtout. Parce que vous pouvez préparer tout ça avec de longues heures d'études. Mais au moment du concert, on laisse tout ça derrière, si on est vraiment en forme. Et alors, il y a des choses qui peuvent surgir, tout simplement, que vous n'avez pas prévues. Et si elles font partie si elles ont une cohésion ou elles ne sont pas disparates par rapport à la narration de l'ensemble, alors vous avez de très belles surprises qui s'offrent à vous. Il faut aussi savoir les cueillir, prendre les risques. Oui, c'est une œuvre qui demande à prendre les risques. Oui. Oui, mais c'est une œuvre qui est pour nous fascinante aussi. C'est une œuvre, on le disait, complètement inépuisable. Si on ne prend pas de risques, la sonate, elle est certes impressionnante, mais il y aura une dimension qui aura tout simplement manqué, je pense. Alors, pour parler d'une autre grande sonate, vous avez enregistré il y a quelque temps une sonate que je vous avais aussi entendu jouer au concert, qui est la sonate Hammerklavier de Beethoven, que vous avez aussi enregistrée. Mais pour vous, est-ce qu'il y a un aller-retour entre ces deux sonates, ou alors elles n'ont rien à voir, ou le fait d'avoir beaucoup joué l'une vous a changé votre éclirage par rapport à l'autre, ou alors vraiment je m'égare totalement, Nelson Gerner, et comme vous êtes très gentil, vous n'allez pas me le dire. Non, je pense que on a un peu le même type d'expérience, dans le sens que ce sont des œuvres d'une telle portée, hein, dont les contenus nous bouleversent à chaque fois. Si on pense à l'adagio de la Hammerklavier, quand je joue ça, il me semble qu'il n'y a rien de plus beau au monde, tout simplement. Oui. Et peut-être que, je dis peut-être, hein, que le fait d'avoir aussi beaucoup travaillé la Hammerklavier à plusieurs étapes dans mon évolution, quand j'étais étudiant et quand j'ai commencé à donner les concerts, je l'avais inclus lors de mon premier récital en France, à la Grange des Mêlées, quand j'ai remplacé Richter. Ah oui, c'était pour remplacer Richter. Oui. Et ça va, la pression. J'avais joué la Hammerklavier, oui. La pression est comment quand on remplace Richter J'ai eu peu de temps pour me faire à la pression, parce que je l'ai su que très peu de temps avant les concerts. Je n'ai eu que 24 heures. À 24 heures, vous arrivez avec la Hammerklavier pour remplacer Richter dans ce lieu mythique que lui-même avait découvert. Maintenant, je me dis, mais comment tu as pris un tel risque?
Oui, mais enfin, vous l'avez dit, à ce moment-là, on ne doit pas réfléchir. Peut-être. Je pense que le fait d'avoir beaucoup travaillé ces deux œuvres, elles se répondent de quelque manière. Oui. Bon, je vous remercie pour votre gentillesse, Nelson, Non, mais d'avoir essayé de me rattraper. Je crois que c'est juste. Et alors, la dernière fois que j'avais eu le plaisir... Oui, En pardon. même temps, la sonate de Liszt, elle est une héritière des dernières sonates de Beethoven. À bien d'égards. Liszt, il plie la forme à sa volonté expressive. Et c'est ce que Beethoven avait réussi à faire d'une manière magistrale. Donc, la portée des œuvres, je pense que la sonate de Liszt, elle n'a rien à envier aux dernières sonates de Beethoven. Oui, bien sûr. Donc, il y a une filiation. Oui. Et si on pense au fait que Liszt était le premier interprète, vraiment, si je ne me trompe, de la Hammer-Clavier. Ça a tout son sens. C'est pour ça que j'avais inconsciemment pensé. En tout cas, je vous remercie pour toute cette séance de rattrapage que m'avait offerte Nelson Gerner. Donc, je rappelle ce disque consacré à Franz Liszt qui vient de paraître pour le label Alpha Classics. On n'a pas parlé juste d'une œuvre aussi qui est une des 3 études de concert et qui est une œuvre aussi qui donne un plaisir intense, la Leggerezza. Oui, parce que très poétique. Oui. C'est pas seulement de la virtuosité. C'est pas une étude seulement, oui. C'est plus une... oui, comme des papillons comme ça qui s'envolent. Ou étude poème, oui. C'est aussi... On pense volontiers à Chopin quelque part. À cette couleur du son, à cette virtuosité ailée qui pourrait se répondre avec les meilleures études de Chopin. Oui, mais alors justement, quand vous aviez joué cette sonate en si mineur de Liszt l'année dernière, le concert, la première partie, c'était les 4 ballades de Chopin, et c'est quand même 2 compositeurs exactement contemporains, bien que Liszt ait vécu beaucoup plus longtemps, mais qu'on met souvent en opposition un peu, peut-être dans leur composition et leur style. Comment vous faites pour passer d'un style que celui des ballades de Chopin, la sonate de Liszt, dans un même concert? Ça aussi, c'est votre goût d'un panorama très très différencié, quand même des univers très très différents. Moi, je pense que votre choix de répertoire ne peut dépendre que de votre besoin d'aborder ces œuvres-là à ce moment précis de votre vie. Et plus qu'à toute autre considération de type intellectuel. Ça doit répondre à cette nécessité intérieure. Et si vous savez ça, si vous avez cette impulsion, ce désir, alors vous aurez peut-être la malléabilité ou la ductilité pour passer de l'un à l'autre. Oui. En tout cas, pour nous, c'est toujours un tel bonheur de vous écouter, que ce soit au disque ou au concert Nelson Gerner, donc ce disque Liszt qui vient de paraître pour le label Alpha Music, Alpha Classique, pardon. Et puis le concert du 24 juin prochain au des Champs-Élysées, puis d'autres concerts en France tout au long de l'année. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité. Merci Frédéric, c'était un grand plaisir. Pour illustrer cet entretien avec le pianiste Nelson Gerner, je vous propose de l'écouter interpréter 2 des 3 sonnets de Pétrarque de Franz Liszt, suivi de la Rhapsodie hongroise numéro 6 du même Franz Liszt. Je vous souhaite une très belle écoute de ces chefs-d'œuvre, une très bonne fin de soirée sur RCJ.